Bien, on ne présente pas Jean Plantu. C'est un éternel jeune homme qui fait que certains, quand ils lisent Le Monde, ont le sentiment de lire une BD, ce qui est évidemment l'échange du texte. Et c'est d'ailleurs Le Monde qui l'a rendu célèbre. Et puis, il s'est lancé dans une aventure intéressante avec, à l'époque, le secrétaire général de l'ONU, qui est la création de Cartooning for Peace. Et qui nous vaut cette année d'avoir une femme et des hommes, non, deux femmes et des hommes, qui vous croquent les uns après les autres. Tiens, ils ne sont pas là pour croquer Plantu, c'est étonnant. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un Cubain, un Vénézuélien avec une Américaine, un Israélien avec une Tunisienne et un Palestinien. Et tout ça, imaginé, pensé par Jean. Et Jean va donc animer, parce que je ne suis pas absolument convaincu du terme modéré, animer une session intéressante qui est la culture, facteur, comme on veut, de paix. Jean, à vous. Merci beaucoup. Merci Nicolas de nous donner l'occasion de faire la paix en l'espace de un peu plus de 3/4 d'heure, c'est génial. Parce qu'on n'imagine pas à quel point on rencontre régulièrement des personnalités qui sont en train de construire cette paix qui évidemment va arriver dans les années qui viennent. À un moment, en 93, on pouvait imaginer qu'elle arriverait dans les mois qui ont suivi. Hein, on était tous persuadés. Et donc, on va essayer de faire la manière de plus spontanée possible, parce que, alors évidemment, quand on est dessinateur, et je salue Nadia Kiari, qui est tunisienne, qui est l'âme vivante de la société civile tunisienne, et qui dessine des petits chats que vous avez dû voir pendant 2 jours. Et les petits chats de Nadia, vous pouvez les retrouver sur un site web qui s'appelle yakayaka.com, et elle est l'espoir d'une Tunisie en mouvement et qui ne baisse pas les bras. Et je trouve que le combat des personnes que tu représentes, Nadia, est exemplaire. Et ça, justement, la culture, facteur de paix, j'y crois encore plus. Et c'est grâce à des dessins impertinents de Nadia et de tous ses confrères, Lotfi, Chili Belkomsa, qui sont tunisiens, et ils arrivent à faire connaître des images qui dérangent, et les images qui dérangent, et même qui dérapent, je dirais, puisqu'on milite pour le dérapage contrôlé en images, avec mes amis comme Boligan, qui est cubain et qui travaille au Mexique, comme Kishka, qui travaille en Israël, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui travaille à Jérusalem-Ouest, Khalil Abou Arafet, qui est un dessinateur palestinien qui travaille, dont vous avez vu tous les dessins hier, qui travaille dans le journal Al-Quds, qui est un journal palestinien, et il travaille à Jérusalem-Est. Et en plus, Khalil Abou Arafet a le talent et le courage de faire, depuis son journal Al-Quds, de faire des dessins qui critiquent Gaza et qui critique le Hamas, et il a un frère du Hamas, et quand il est allé voir en prison, parce que bon, de temps en temps il y a des prisons, il y a en Israël, mais ça ce sera le débat mais il y en a aussi en Palestine, et ça me fait penser d'ailleurs que je suis choqué de voir à quel point, quand on fait des reportages dans le Monde ou dans la presse française, on dit oh, tu te rends compte, il y a le couloir de la mort aux États-Unis, il y a encore une exécution d'un condamné à mort aux États-Unis, mais quand il y a un pendu à Gaza, on n'en parle jamais. Bon, et pourtant, il y a des pendus qui sont, malheureusement, il y a des gens qui sont exécutés à Gaza, on n'en parle jamais. Bon, toujours est-il qu'on arrive avec tous ces dessins, et puis il y a une Vénézuélienne que vous avez vue hier, qui s'appelle Raima, et qui a le courage de faire des dessins des dessins d'opposition au Venezuela. Je présente aussi une autre dessinatrice qui est Liza Donnelly, et qui travaille à New York, et qui est connue à New York pour travailler dans le journal Le New Yorker et aussi dans le journal Forbes. Et puis, elle est la représentante du département d'État pour la culture. Alors, bon, je t'ai demandé si tu connaissais Obama, mais bon, il y a une place, il peut arriver tout à l'heure.
Donc tu nous parleras de ton rôle et en plus tu t'occupes évidemment des femmes comme Sana Genima et qui qui est PDG d'une société qui s'appelle Sanabil Med et qui non seulement s'occupe de sa société d'édition numérique, mais en plus vous vous occupez des femmes tunisiennes et donc je sais que vous vous connaissez avec Nadia Chiari. Alors, Israël et la Palestine et Israël, en tout cas un Proche-Orient, moi, que je dis pacifié parce que j'arrête pas de rencontrer des gens qui sont en train de construire la paix entre vous deux. Et très franchement, moi, quand j'étais petit, quand j'allais en Allemagne et que toute ma famille disait quoi, tu vas voir les Boches, tu vas voir les... Et c'était les années 60. Et moi, je disais ben oui, je vais voir des amis allemands, je vais en Forêt Noire, voilà. Et dans X années, il y aura des petits jeunes de Beyrouth qui viendront à Jérusalem, des petits Israéliens qui iront à Beyrouth, qui iront à Amman, voilà, très simplement. Des Palestiniens de Ramallah qui iront sans checkpoint, ils iront à Jérusalem. Là, il n'y a pas longtemps, on était avec un autre dessinateur. Tiens, bah justement, voilà, le travail que nous faisons, c'est de faire des dessins où on essaye de réunir avec cette petite colombe de la paix. Vous voyez, la rondeur du rond de l'œil de la paix, c'est ça. Quand on dit que la culture peut faire la paix, mais je trouve que quand il y a des rondeurs, tout est possible. Et dans vos rôles, vous Elie Bernavi, ami de la France et évidemment ancien ambassadeur d'Israël, vous savez qu'est-ce que c'est que d'arrondir les angles, surtout qu'il y a eu des moments pas toujours faciles quand vous étiez en poste à l'ambassade d'Israël à Paris. Et puis Anouar Abouachet, vous êtes ministre de la Culture en Palestine. Alors, sur le papier, il y a marqué autorité palestinienne, et moi, ça me navre. Moi, c'est la Palestine, il y a Israël, il y a la Palestine. Et voilà, autorité palestinienne, ça me gonfle. Ça vous gonfle pas ? Beaucoup d'autres choses plus importantes me gonflent. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous donne la parole, et dites-nous comment vous, en Palestine, alors qu'il y a des dessinateurs qui savent très bien raconter, comme Khalil Abou Rafeh ou Baha Boukari, qui est un autre dessinateur de Ramallah, qui était un ami de Yasser Arafat, comment, quand on crée des images, quand on crée des films, quand vous avez des créateurs, des artistes qui sont capables de faire des mains tendues avec les amis israéliens, ou ce film israélien qui s'appelle Les Citronniers, qui est extraordinaire, qui est une main tendue vers la Palestine. Dites-nous comment Est-ce que je suis obligé de passer par là, de commencer par là? Je commence comme spontané. Oui, parce que j'avais un petit laïus à dire. Bon, ce qui vous paraît le plus spontané, et moi pendant ce temps-là, je vous montrerai des images. Oui, bien sûr, je vais être rapide, ne vous inquiétez pas, j'avais envie de raconter une histoire sur ma mère, que ma grand-mère a sorti ma mère de l'école très tôt. Donc elle ne savait ni lire ni écrire. Je l'ai invitée à Paris en 1984. Je suis d'une ville qui s'appelle Hébron. Nous avons une quinzaine de prophètes qui sont enterrés. Nous sommes les Belges de la Palestine, donc c'est une histoire un peu belge. Et donc ma mère qui est venue à Paris chez moi en 1984, au mois d'août, je la promenais dans les rues et le jour de 25 août 1984, on voyait qu'il y avait beaucoup de fleurs collées contre le mur, sur le mur. Et ma mère qui me dit, mais pourquoi il y a des fleurs aujourd'hui? Je lui ai dit, parce qu'il y a 40 ans, Paris a été libéré. Elle m'a dit, il y a eu la guerre ici. Je lui ai dit, oui, il y a eu une guerre atroce. Alors elle a réfléchi, puis elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a gagné cette guerre? Les Arabes ou les Juifs? Ça c'est... Bon. Ça me rappelle un dessin d'un dessinateur que j'aime beaucoup, alors que je ne suis pas d'accord avec lui. Il est israélien et il s'appelle Shai Sharka et parce qu'il est des territoires occupés. Moi, ça m'énerve un peu, mais je l'adore parce que c'est un type formidable et puis on discute. Et il a fait un dessin où c'est un Palestinien qui montre une fusée avec un peu de dynamite et il dit, le père il dit à son
fils, tout ça, c'est une fusée qui va exploser et qui va vers la Lune. Et alors, le petit gamin, il dit, pourquoi il y a des Israéliens sur la Lune? Voilà, c'est... Et donc, j'aime bien... Oui, je crois que bon... D'ailleurs, vous savez, c'est la première fois que je suis dans ce forum, et en fait, depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant, je ne savais pas ce que j'allais dire, et justement, ça changeait au fur et à mesure. Votre cœur sait. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, bon, nous, je crois qu'on est un peuple qui ne sait pas vivre sans plaisanterie, c'est un peu culturel chez nous. Alors j'ai envie d'ajouter un peu plus. Avant, je préside une association qui est l'association La Bibliothèque Mobile pour la non-violence et la paix. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette association? Ben, ma foi, on fait le tour des écoles pour distribuer les brochures sur Gandhi, sur la résistance non violente, contre la violence et tout. Bon. En fait, le thème, c'est est-ce que la culture peut être facteur de paix? Absolument oui, c'est évident. Maintenant, après, on peut dire oui, mais si, et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse actuellement le plus, c'est la paix interne dans la société palestinienne. C'est-à-dire que, bon, la situation difficile crée une violence conjugale, une violence entre les gens, la situation de non-droit, de non-stabilité, ça n'aide pas à la paix interne. Bien entendu, tout le monde s'attend à comment la culture peut jouer un rôle dans une paix israélo-palestinienne. Ça, c'est beaucoup plus difficile, en fait. J'ai envie tout simplement de dire... Bon, pour faire la paix avec l'autre, il faut le connaître. C'est très facile que je connaisse Eli Barnevi. J'ai des amis universitaires à Jérusalem, des amis israéliens en France. Mais à part ça, l'homme de la rue, mon concitoyen, le seul étranger pratiquement qu'il voit, c'est le soldat israélien et le colon. Le colon qui arrache ses oliviers, le soldat israélien qui détruit sa maison, l'occupation qui l'empêche l'occupation militaire qui l'empêche de bouger. Et donc je crois que oui, nous devons faire des activités culturelles pour qu'il y ait éduqué à la paix, évidemment. Mais moi, en tant que ministre de la culture en Palestine, j'essaye de faire éduquer à la paix, mais en même temps, je soutiens tout ce qui est éducation à la résistance non violente, à garder l'identité culturelle. Et je crois que nous ne pouvons pas utiliser la culture sauf s'il y a vraiment un minimum de justice. Moi, ce que j'ai envie aussi qu'on évoque, c'est cette haine qui peut être créée, et je parle chez mes compatriotes, contre vous, contre les Israéliens. Et pourquoi? Et je vous le dis tout de suite, et ça c'est des conversations que j'ai tous les jours dans les rues. Et bien, quand il y a deux critères, des critères avec deux poids et deux mesures dans ce conflit israélo-palestinien, et bien ça fait haïr. Et moi, je me bats pour qu'il n'y ait pas de haine, pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait compréhension. Alors après, le champ est ouvert. Le champ est ouvert à débattre dans tous les sens, mais moi je crois, et c'est ma dernière phrase, je crois qu'on ne peut pas parler culture avec des gens qui ont faim ou qui sont menacés 24 heures sur 24 dans leur baraque ou qui sont interdits de bouger chez eux. Et je crois qu'il faut parler aussi de justice sociale, et lier ça à la culture et à ce que la culture soit facteur de paix. Et c'est sûr que pendant que vous racontez les drames que vivent certains Palestiniens, c'est sûr que ça n'empêche pas de faire des rencontres, et c'est des rencontres forcément culturelles, entre des artistes, des créateurs, et quand on s'aperçoit que Daniel Barenboim arrive à rassembler des musiciens, qu'ils soient israéliens et palestiniens, en fait on se rend compte à quel point cette culture-là est en train de, comme d'ailleurs ce dessin-là de Avi Katz, qui est un dessinateur israélien, et qui
raconte comment les colombes, avec les mains comme ça, peuvent rassembler. Et ça, Les colombes la colombe avec les deux mains comme ça, et ben, ça permet de voir comment un aspect de la culture, parce que le dessin, ça pourrait être des chansons, ça pourrait être et ça, même des gens qui souffrent, ils réagissent au quart de tour quand ils voient des dessins comme ça. Donc je pense que... D'accord, mais je suis au courant des milliers, à savoir des dizaines de milliers de rencontres. Vous savez, il y a des patrons israéliens qui rencontrent l'ouvrier émigré, et il y a beaucoup de rencontres. Exactement. L'essentiel, c'est d'aboutir. Et là, par exemple, là, il y a dans cette photo, là, c'est Khalia Borafé que vous avez vu ici. Là, il est à Jérusalem, dans son journal Al-Quds, et puis là, c'est le mur de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens. Peut-être, Ali Bernavi, vous pouvez peut-être dire quelque chose sur votre vision de la culture facteur de paix. Voilà, moi je voudrais m'extraire un peu de notre marécage proche-oriental. J'ai une très longue habitude du débat avec des amis palestiniens. Et en fait, il n'y a pas de débat, puisque sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Enfin, nous avons débattu hier à la radio. Et je voudrais essayer en quelques mots de répondre plutôt à la question générale qui m'a été posée. La culture, source de conflit ou source de conciliation. Et puis revenir évidemment à la Palestine, si vous le souhaitez. Et je pense que la culture, ça peut être les deux. Et que cela dépend du type de culture dont il s'agit. Et je retrouve là mon thème de l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, la culture contre la barbarie, déclinée un peu différemment. À l'époque, j'avais tenté de montrer que seule une culture cultivée et humaniste est à mesure de faire barrage à la barbarie. Alors aujourd'hui, je vais aborder cette question rapidement, je vous tranquillise tout de suite, sous un angle quelque peu différent. La double tension inhérente à la condition humaine, je crois, entre l'individu et le groupe d'une part, entre les groupes de l'autre. Alors la culture, c'est ce qui lie les individus entre eux et leur permet de fonder un groupe, une société. La culture crée un espace public, une polis, disaient les Grecs, en dehors de laquelle, ainsi Aristote, ne pouvaient vivre que les bêtes et les dieux. Elle est créatrice des codes auxquels les individus se soumettent sans contrainte, dans lesquels ils se reconnaissent, fils d'une même famille de pensées et de comportements. Entendue ainsi, elle est, dans les mots des organisateurs de cette rencontre, de ce symposium, pour parler comme les Grecs. Je rappelle que symposium veut dire boire ensemble, et Dieu sait que le Forum d'Avignon est fidèle à cette fière tradition. Elle est source et outil de conciliation. Mais la culture est aussi ce qui permet aux individus qui forment le groupe de vivre leur individualité, à l'occasion en se dressant contre ces dictats. C'est l'histoire d'Antigone. Antigone et Créon appartiennent à la même culture. Ils parlent la même langue, obéissent au même code. Mais leur interprétation en est furieusement divergente. Celui-ci, Créon, par le langage de la soumission à la loi implacable de la cité. C'est là un appel à un ordre supérieur, seul apte à fonder une société réconciliée avec elle-même. Alors, l'autre ligne de haute tension passe entre les groupes, lorsque ceux-ci se vivent comme des ensembles culturels clos, que ce soit la nation, la race, la religion, le parti, voire le club de foot. La culture est alors identitaire. Et comme dirait mon ami Amin Malouf, volontiers meurtrière. Elle divise les humains en catégories étanches, classées selon une hiérarchie aussi rigoureuse qu'imaginaire, trace des frontières infranchissables entre eux et nous, définit les individus non par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont, ou sont censés être. Et cela conduit
inévitablement au conflit. Alors, inutile d'être un ennemi acharné de la mondialisation, je ne le suis pas, pour s'apercevoir qu'elle exacerbe les deux types de tensions. D'un côté, la mondialisation exalte l'individu, dont elle prétend faire un être autonome, maître du savoir grâce aux moyens inouïs de communication qui font son essence. De l'autre, elle le coupe de ses semblables et l'abandonne, nu et sans défense, aux forces économiques mondialisées sur lesquelles la politique, c'est-à-dire la culture en action, n'a aucune prise. Voici donc l'individu réduit à sa fonction consommatrice, cellule du masque indistinct, où la culture n'est plus qu'un produit parmi d'autres. Désespérément seul face à l'écran de son ordinateur ou de son smartphone, désemparé face à la masse d'informations qui le submerge, sans lui autoriser le recul qui seul lui permettrait hiérarchie, analyse critique et discernement, il s'insère dans des réseaux qui n'ont de social que le nom et se voit gratifié de douzaines d'amis dont il ignore tout. Alors, si ces groupes virtuels le laissent sur sa faim, il lui reste les vrais, les identitaires, où il retrouvera la chaleur du troupeau, mais où il risque d'abandonner son autonomie. Plus la mondialisation efface les frontières, et plus le vertige des grands espaces privés de repères le pousse à en trouver d'étroites. Vous voyez le prurite intégriste qui nous ramène aux guerres de religion de jadis, ou la poussée des nationalismes agressifs, ou encore, sur un mode moins tragique, les régionalismes qui mettent à mal le projet européen. Les deux vont d'ailleurs de pair. N'importe qui a accès à la toile, maîtresse du monde, et ce n'importe qui est individu et groupe, simultanément. L'envahissement incessant de l'espace public par le privé, l'individuel et le collectif, le dilue, la bâtardie, l'annihile. Encouragé par la nouvelle religion de la transparence, l'intime s'étale sans pudeur dans l'espace public, privatisé comme le reste. Or, il n'est pas de culture digne de ce nom. Il n'est pas de culture digne de ce nom, de culture de conciliation, sans un espace public neutre, qui seul permet des formes indispensables de médiation entre l'individu et la collectivité, comme entre différentes collectivités. La prise de parole est une belle et bonne chose, à condition qu'elle obéisse à des règles de rationalité et de civilité. Et pendant ce temps-là, je montre un dessin d'un Israélien qui s'appelle Kishka, que vous connaissez. Et j'aime bien cette agrafeuse qui essaie de reconstruire l'Europe. De reconstruire un espace, voilà. de conciliation. Et comme Kishka, il ne doit pas être loin, il est aussi belge, il adore faire des jeux de mots. Eh ben, il est là. Et donc, j'agrafe ton cas. Oui, c'est voilà. Génial, en fait. C'est tellement mieux dit que moi. Évidemment, je ne sais pas quelle est la solution. Je l'ai dit, la tension entre l'individu et la collectivité, entre les groupes, entre les sexes, est indépassable car elle est inhérente à la condition humaine. Tant mieux d'ailleurs, seules les utopies totalitaires ont imaginé son dépassement. Incontournable aussi est la mondialisation. Et bien naïfs sont ceux qui s'imaginent pouvoir en renverser le cours, autant tenter d'inverser le cours de l'histoire. Mais ce qui est en notre pouvoir, je crois, est de civiliser les tensions et de maîtriser la mondialisation. C'est l'affaire de la politique, de la culture et d'une véritable politique culturelle. La culture, quelle culture? Pas n'importe quelle culture, bien sûr. La culture telle que je tentais de la définir l'année dernière, la culture en tant que création des œuvres de l'esprit humain qui exerce sa liberté créatrice, la culture humaniste, telle que définie par le programme des Lumières, autrement dit la culture centrée sur l'homme libre qui, parvenu à l'âge adulte, je cite Kant, est à mesure d'exercer son autonomie. C'est cette culture-là qui offre prise à la politique. Quelle politique? Eh bien,
la démocratie tout simplement. La politique depuis Athènes, c'est la délimitation d'un espace public où des individus autonomes, dotés de raison, définissent au moyen de la parole libre leurs intérêts communs et les voies qu'il convient d'emprunter pour les servir. Les Grecs appelaient cette forme de politique, la seule digne d'homme libre à leurs yeux, la démocratie. Or, c'est cet espace public démocratique qui est mis à mal de nos jours. Et c'est lui qu'il est urgent de réinventer. Il faut redonner toute sa dignité aux politiques. Aux politiques mises en échec par l'impuissance face aux forces économiques déchaînées par la mondialisation, minées par la démagogie, rendues transparentes par ce que Guy Debord appelait dans un texte prophétique la société du spectacle, inaudible dans le brouhaha ambiant, avilie par le soupçon et le mépris érigé en vertu civique. Il y va de la survie de la culture, autrement dit de notre liberté. Car c'est le miracle de la démocratie, système ô combien fragile et imparfait, que d'apaiser, sinon à dépasser, les contradictions inhérentes à notre condition et de rendre notre passage sur terre tolérable, peut-être même significatif. Et c'est enfin la démocratie qui rend possible une politique culturelle digne de ce nom, c'est-à-dire capable de réconcilier les humains autour de valeurs morales et esthétiques partagées. Voilà pourquoi le social-libéral que je suis est un partisan résolu de l'exception culturelle à la française. L'expression n'est pas terrible d'ailleurs, et je crois bien qu'elle est à l'origine de pas mal de malentendus hostiles. Peut-être autonomie de la culture serait mieux venue, ou toute autre expression qui ne renverrait pas à une posture un peu cocardière. Mais peu importe. Le fait est que la volonté de ne pas tout faire passer à la moulinette du marché, de préserver autant que faire se peut la création de sa loi implacable, me paraît une excellente chose. Alors reste à dire qu'il y aurait une contradiction absolue entre culture et économie? Aucunement. Si tel était le cas, notre présence ici n'aurait aucun sens. Cela veut dire simplement que l'une n'est pas assujettie à l'autre. Lionel Jospin a une formule heureuse pour opposer l'économie de marché à la société de marché. Mais au fait, le marché lui-même n'est-il pas un fait de culture? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle que Elie Bernavi est évidemment un ami de la France, mais en plus il a écrit très longtemps, et je pense qu'il écrit encore pour le journal Marianne, et donc à chaque fois il nous fait partager son regard d'Israélien, bien entendu, mais aussi de citoyen du monde, sur la culture et sur les cultures. Mais il a réussi ce tour de force de parler de tout sauf d'Israël et de la Palestine. Mais bon, pourquoi pas? Je trouve que... Anouar l'a fait, en fait. C'est-à-dire, on peut en parler jusqu'à plus soif, bien sûr. Mais pour l'instant, je n'ai rien à ajouter, sauf que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas de culture possible sans la liberté qui permet à la culture de s'éclore. Et que lorsqu'on est sous occupation militaire, il est très difficile d'exercer sa liberté. Alors évidemment, après, on peut parler politique. Et d'ailleurs, quand vous dites occupation militaire, à chaque fois que je vois Khalil Abou Arafat dans son journal Al-Quds, il me dit justement, alors qu'il y a une liberté de créer en Israël, même dans le territoire israélien, incroyable, les dessinateurs palestiniens sont soumis à une censure. Par exemple, il n'a pas le droit d'écrire dans ses dessins occupation sauvage. Voilà. Et donc, par exemple, dans ce dessin-là, et là je vais donner la parole à Liza Dunelli, parce que les Américains, ils peuvent apporter aussi quelque chose à un espoir de paix. Alors évidemment, je pensais que Obama allait nous aider à construire encore plus, à vous aider, vous, Israéliens et Palestiniens, à construire une paix. Mais bon, on a aussi un petit président qui est sympa, mais bon, il fait comme il peut.
il est gentil. Mais bon, en attendant, il y a quand même des petites murs de séparation et qui sont. Alors évidemment, c'est aussi un outil de culture, le mur de séparation, parce qu'il y a beaucoup de dessins qui sont sur le mur de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens. Si vous permettez juste 2 phrases avant de laisser la parole. Ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que la culture n'a pas de rôle à jouer. Et la relation entre les hommes et les femmes aussi reste importante. Et moi, j'ai, de ce point de vue-là, un témoignage qui m'est précieux. J'enseigne tous les ans dans une université palestinienne. Et donc, c'est, je pense, un fait de culture. Alors, quant à Obama, vous lui direz, puisque vous êtes une proche d'Obama, que je suis furieux contre lui. J'ai écrit un livre, quand il est arrivé au pouvoir, pour lui dire « Allez, mon vieux, hic Rhodos, hic salta, c'est maintenant qu'il faut faire la paix, tu en as le pouvoir. » Non seulement il ne m'a jamais répondu, mais il n'a encore rien fait. Elle va changer tout ça. Alors, Liza Donnelly, toi, tu dessines pour le journal le New Yorker, bien sûr, et puis tu dessines beaucoup sur les femmes, et tu parcours le monde pour raconter en quoi les dessinatrices ont un rôle à jouer pour raconter, tout simplement, la vision culturelle vue par des femmes, parce que dans le milieu, justement dans le milieu des dessinateurs de presse, nous nous battons beaucoup à Cartooning for Peace pour avoir, alors que les 99% en général c'est des hommes, nous à Cartooning for Peace il y a 30% de femmes, parce qu'on essaye de promouvoir ces filles qui sont en train de bousculer un petit peu nos torpeurs masculines. On t'écoute. Oh, thanks to you, Jean Plantu. Merci Jean Plantu, et je tiens à remercier le Forum de m'avoir invité, donc je peux m'exprimer, enfin je peux faire entendre ma voix et montrer mes dessins. Oui, effectivement, je dessine pour le New Yorker et mes dessins concernent justement la culture. Je suis plutôt une dessinatrice culturelle que politique. Mais enfin, en termes assez généraux, que dire, nous présentons des idées. Le rôle du dessinateur politique, c'est de présenter des opinions, alors que les artistes présentent de l'art. Mais enfin, nous digérons le monde, nous le recrachons à la face du monde. Enfin, les dessinateurs sont un peu comme des éponges qui absorbent le monde et qui ensuite le rejette avec une forme d'humour. Alors, John Bellot nous disait que l'humour s'appuie sur la culture, soit l'humour peut consolider, au contraire, détruire ou en tout cas déstructurer des traditions. Et comme justement souvent les limites sont ténues, l'humour joue sur les inquiétudes, les angoisses des gens, joue sur l'incertitude. L'humour peut consolider quelquefois des groupes, des nations, des sociétés et les faire adopter des pratiques communes et construire une société. Mais l'humour peut être également éclairer les idées, accuser des stéréotypes. Et comme on l'a dit hier, l'humour peut servir de pont entre les peuples qui peuvent mieux se comprendre, et l'humour a ce rôle au même titre que la culture en général. Et on a beaucoup parlé du pouvoir de la culture, qui le détient, qui l'utilise. Le pouvoir se trouve entre les mains du consommateur et des réseaux sociaux, mais il est également entre les mains des établissements de commerce, mais les uns et les autres essayent d'avoir la main mise sur la culture, pour l'accès à la culture, pour la monétiser, pour en tirer un statut. Et le rôle du dessinateur, c'est de se servir de ce pouvoir de la culture dans un bon sens, c'est-à-dire que le dessin peut être fort, peut attaquer, dénoncer l'injustice, et il peut également célébrer la bonté des initiatives humaines. Et puis surtout, cette culture peut nous montrer aussi bien sous nos beaux jours que sous nos mauvais jours. Et le rôle du dessinateur, c'est de nous montrer tels que nous sommes et de montrer les autres cultures telles qu'elles sont. Et le rôle, c'est de montrer les valeurs qui sont partagées, essayer de rester droit, intègre, honnête, de nous aider à voir, à comprendre. La société a besoin de soutenir ces artistes dans cette démarche. Alors, je fais des dessins sur ma propre culture, celle des États-Unis, et je le fais rarement pour d'autres cultures, simplement parce que je ne les connais pas, je ne vis pas dans d'autres pays, et je n'ai pas l'impression d'être qualifié pour m'exprimer sur telle ou telle
autre culture que la mienne, mais souvent je fais des dessins sur ma propre culture, sur mon propre pays, mon propre gouvernement, dans l'espoir de pouvoir l'améliorer ou les améliorer. Et alors, je gagne ma vie en faisant des dessins dans le New Yorker et d'autres publications, mais enfin, j'envoie mes dessins par tweet, par Instagram, même sur Facebook, ne serait-ce que pour faire connaître mes propres idées, les placer dans la conversation mondiale. Et j'essaie de faire réfléchir un petit peu par ces dessins. Dessin de Nadia, Willis from Tunis, qui dit « J'ai promis à Liza de ne pas faire de dessin sur elle ». Apparemment, il y a un accord entre toi et Liza, donc le groupe des femmes, ça s'organise. Et avec son pote Barack Obama, ils m'ont menacé d'amener la démocratie en Tunisie. Voilà. Merci Nadia. I will do that. Oui, effectivement, nous nous y emploierons. Quelques mots, si vous me le permettez. Oui, je suis optimiste de nature et comme d'autres au Forum, je pense que nous avons besoin de la culture dans toute sa beauté. Nous devons pouvoir non seulement montrer nos différences, mais les célébrer. L'année dernière, ici, au même endroit, au Forum, enfin, j'étais présente, on ne parlait pas tellement de droits des femmes, de féminisme. Cette fois, on parle de la place de la femme et c'est très bien, mais enfin, il ne faut pas simplement en parler. Moi, je veux vous dire une chose, cette notion de culture et de pouvoir et comment cela s'applique aux femmes par rapport aux hommes. Si on imagine que les femmes et les hommes ont des cultures différentes, ben alors, bien entendu, il faudrait célébrer chacune de ces cultures masculines et féminines et puis en chanter les qualités comme on le ferait pour d'autres cultures. Hier, au déjeuner, je parlais justement avec Nadia, la dessinatrice tunisienne, sur la situation dans nos pays, la situation des femmes, et bien aussi bien aux États-Unis qu'en Tunisie, il y a des problèmes pour les femmes. Pas au même niveau, bien sûr, et de différentes façons. Les femmes sont un petit peu dominées par la culture dans nos sociétés respectives. Et puis jeudi, pendant le forum, il y a eu un échange vif sur le rôle des femmes au Proche-Orient, mais cette discussion n'est allée très loin. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un dialogue, pas un affrontement. Enfin, le dialogue tel que celui que j'ai eu avec Nadia, où nous étions conscients des souffrances et des difficultés de nos peuples ou de nos civilisations respectives, avec les règles qui sont les nôtres. Donc, si on définit la culture comme étant des traditions, les traditions des peuples, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, les femmes ont toujours été présentes, mais elles n'ont pas toujours été reconnues. Et Ouma Narian, la féministe, estime que les femmes sont en quelque sorte prisonnières, mais également les auteurs de leur culture, c'est-à-dire qu'elles sont chargées d'élever les enfants et de veiller à ce que leurs enfants respectent et transmettent la culture. Et je crois qu'il est évident que chaque femme devrait avoir le droit d'utiliser son pouvoir. Dessin de Khalil Abou Arafel, le dessinateur palestinien, sur les hommes et les femmes. Et je trouve qu'il dessine beaucoup de dessins silencieux dans son journal Al-Quds. Et je le rappelle, c'est un dessinateur qui en général fait des dessins évidemment contre l'armée israélienne, bien entendu, il est palestinien, mais à la fois il y a toujours une main tendue vers ses amis israéliens comme Kishka, et je vous le disais tout à l'heure, c'est un dessinateur qui a le grand courage de aussi faire des dessins contre le Hamas, ce qui n'est pas toujours le cas. Et évidemment, s'il met un jour un pied à Gaza, il ne termine pas la journée. Mais bon, ça, vous connaissez ça par cœur. Vous allez des fois à Gaza ? Non, j'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit ? Non, je peux ni aller à Jérusalem-Est, ni à Gaza. Hein. Jérusalem-Est, si, avec un laissez-passer. Avec un laissez-passer, il faut trouver. Bon, je me mets dans et même un autre laissez-passer si vous voulez dormir à Jérusalem-Ouest. Enfin, il y a plusieurs sortes de laissez-passer, mais l'homme de la rue, le Palestinien, n'a pas le droit de quitter Israël par l'aéroport de Tel Aviv, il n'a pas le droit d'aller à Jérusalem. On va régler tout ça. Bon. Il ne s'agit pas de laisser n'importe qui aller à Jérusalem comme ça. Oui, il faut que ce ne soit pas un terroriste. Voilà. Je me souviens que quand j'avais rencontré Shimon Peres, je lui avais dit que j'étais pas amoureux du mur de séparation. Il m'avait dit cette jolie phrase, il m'avait dit, mais je lui avais montré ce dessin-là, et il m'avait dit cette phrase, j'aime pas le mur, mais j'aime la vie. Donc il essayait un peu de dire par là qu'il essayait de se protéger contre les attentats. Mais enfin, c'est vrai que c'est un
un mur qui permet de dessiner peut-être dessus, mais en attendant, il y a des checkpoints qui compliquent la vie de beaucoup. D'ailleurs, il y a un dessinateur, Baha Boukari, quand il a eu des problèmes de cardiaque, il était bloqué au checkpoint pendant 9 heures avant de passer le checkpoint. Donc c'est pas si simple. Et je vous montre juste Baha Boukari quand il montre la Via Dolorosa où il est à la fois dessinateur à Ramallah et il montre sa maison que sa famille était obligée de quitter en 48, voilà. Donc il est à la fois dessinateur pour le journal Al-Ayam à Ramallah et à la fois peintre parce que il essaye aussi de vivre par ses dessins et par la peinture. Je te laisse terminer, Laïsa. Est-ce que tu as dessiné d'ailleurs sur la Palestine dans le journal le New Yorker? Est-ce que c'est un combat que tu fais et je vois toujours tes dessins et tu n'as pas envie de faire des dessins, des batailles au travers de tes dessins en disant tiens, peut-être que le dessin est peut-être une arme culturelle qui permet de réveiller les torpeurs ou les esprits? Yes, I believe. Ah ben bien sûr que alors le New Yorker ne publie pas de dessins politiques et s'il y en a, il ne concerne que les États-Unis. Peut-être que sur la couverture, une fois de temps en temps, vous aurez une première page sur une situation internationale, mais généralement pas dans les pages intérieures du journal. Il n'y a pas de... Bon, je trouve que le journal Le New Yorker est un journal culturel incroyable sur la vie culturelle des New-Yorkais et à la fois ça m'embête un peu de voir des dessins qui ne vont pas dans le dérangement. Ce sont des dessins, d'ailleurs ils sont tellement pas dans un dérangement frontal que comme par hasard on les retrouve dans le Figaro. J'aime beaucoup le Figaro, hein, je préfère le Monde, mais le Figaro évidemment a pas laissé passer l'occasion, bien entendu, qu'ils prennent les dessins du New Yorker parce que évidemment ça fait des dessins très gentils, mais putain, je voudrais que, enfin excusez-moi, mais je voudrais que ça bouge un peu et que ça bataille un peu plus, voilà. Et toi, tu ressens pas la bataille? T'as pas envie de batailler par tes dessins plus? Yes. Ah oui, non, mais encore une fois, je m'exprime sur le plan politique, mais pas dans le New Yorker. Enfin, simplement, le New Yorker, on parle de culture, des cultures américaines. Mais ce combat, il peut se retrouver ailleurs. Cela étant, sur la scène internationale, ce qui se passe avec les femmes aux États-Unis est propre aux États-Unis, mais peut s'appliquer aussi à d'autres situations dans d'autres pays. Et je fais des dessins en ligne et sur différents sites. Et là, je peux m'exprimer, faire des dessins que le New Yorker ne publierait pas. De ce dessin à propos de libération de prisonniers du Hamas après 25 ans de prison, et puis il y a les femmes qui les accueillent, les types ils disent vous n'avez pas de changer, et puis les femmes voilées elles disent ils sont toujours aussi cons. Bon ben voilà, c'est des énervements que je suis l'expression d'énervement que j'essaie de me venger par l'outil qui s'appelle le dessin et qui est une manière d'énerver tout le monde, parce que moi j'ai en gros tout le monde sur le dos, c'est un peu mon boulot. On parlait des femmes et Sana, vous avez envie de nous parler de la culture en Tunisie et de comment vous ressentez par exemple les réseaux sociaux, puisque vous êtes dans le numérique, et comment vous ressentez les dessins par exemple de Willis from Tunis dans son site yakayacob.com que vous avez découverte au lendemain du 14 janvier 2011, jour du départ de Ben Ali en Tunisie. Et racontez-nous comment les femmes vont être le renouveau culturel d'une Tunisie qui bataille grâce à sa société civile. Merci. En fait, moi, pour répondre à la question aussi, la culture facteur de paix, je répondrai directement, pour le moment du moins, tout est relatif. Je répondrai, la culture est un facteur de résistance et de reconstruction. Actuellement, pour nous, en Tunisie, pratiquement 3 ans après cette révolution, nous sommes en mode marche arrière, en fait, par rapport à pas mal de points dans le processus démocratique. Et aujourd'hui, c'est l'embrouille totale. Et on sent en même temps que la question de la Tunisie
ou de ce... je ne veux pas prononcer le mot printemps arabe, hein. Cet hiver arabe... Ça vous énerve? Ça m'énerve, oui. Ouais. La révolution du jasmin et le printemps arabe, ça m'énerve. C'est pas ça du tout. Nous sommes dans un militantisme de reconstruction pour retrouver nos repères, pour remettre en place une vision claire pour la Tunisie de demain grâce à cette révolution qu'il y a eu. Mais les Occidentaux, je m'en excuse, de loin, de leur siège, qualifient nos révolutions, notre militantisme, notre détresse, les assassinats politiques qui sont là, encore de printemps et de jasmin. C'est loin d'être le cas. Donc ça, c'est pour donner le ton à ce que je voudrais dire. Et vous qui militez pour les femmes, j'avais fait ce dessin-là pour l'évolution de la situation de la femme, parce qu'on ne peut pas parler du 14 janvier 2011 sans parler des femmes, parce que autant les révoltes dites du monde arabe ont été en général, quand on voit la place Tahrir en Égypte, c'est beaucoup d'hommes. Là, Tunisie, les femmes, et c'était des femmes qui n'étaient pas voilées. Et d'ailleurs, ce dessin m'avait valu de me retrouver avec votre président, Monsef Marzouki, qui n'était pas content de ce dessin-là. Il m'a dit, mais je suis pas d'accord, vous donnez une image de la Tunisie. Je dis, bah ouais, attendez, les femmes, il y a encore une fille qui s'était fait attaquer parce qu'elle buvait une bière dans le sud de la Tunisie. Je veux dire, c'est une bataille de tous les jours. Et comment vous arrivez, vous, culturellement, pour essayer de faire vivre ce combat pour... la libération et des femmes et du pays, tout simplement. De toutes les façons, nous, aujourd'hui, on n'est pas dans la libération de la femme. On est en face de la libération du pays, de l'emprise d'un pouvoir obscurantiste, de gouverneurs, excusez le mot, je vais dire les mots tels qu'ils sont. Nous sommes chez un État voyou, aujourd'hui, en Tunisie, qui a fait une révolte, qui s'est agrippé le pouvoir, qui est hors légitimité. Et aujourd'hui, c'est là le combat. On les a élus pour 1 an, pour écrire une constitution. On les a sur le dos depuis 2 ans et qui parlent encore de légitimité. J'en profite pour vous dire que Nadia Kari, elle a une galerie à la Marsa, qui est juste à côté de Tunis, et elle avait fait une exposition où même le ministre de la Culture, au moment où elle se fait attaquer par les salafistes, qui n'ont pas fait dans la dentelle, et donc ils ont brisé toutes les peintures et attaqué les différentes salles de la galerie, même le ministre de la Culture les a pas soutenus. Alors que justement la culture... Parlons de ce ministre de la Culture, effectivement. Alors le bouquet, depuis la création, depuis l'existence du Salon du Livre en Tunisie, ce salon a été, depuis plus de 30 ans, inauguré par le président de la République, ou au minimum, c'était le Premier ministre, avec un ensemble de ministres, d'ambassadeurs. C'est une première en Tunisie. Le Salon du Livre vient de clôturer ses portes, ça fait 2 ou 3 semaines. C'était le 5 novembre. Une première en Tunisie, le Salon du Livre se fait inaugurer par le ministre des Affaires religieuses. Donc la honte, et je passe. Donc pour dire comment le combat des femmes se fait, aussi par la culture. Nous organisons actuellement des cercles de lecture citoyenne dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, autour de livres qui parlent de démocratie. Un petit livre sympa, j'en ai quelques exemplaires que j'ai édités, qui s'appelle « L'élection du président des éléphants ». On parle d'éléphants, mais on parle de vote blanc, de passation pacifique au pouvoir, etc. Et faire démystifier ce drame de la transition démocratique auprès des enfants qui comprennent rien du tout à ce qui se passe. Ils ne voient que violence. Une récente étude qu'on a faite avec l'Arab Working Group for Media Monitoring sur 2 mois d'observation des médias en Tunisie qui a révélé un taux moyen de 73% de violence dans le discours politique de tout type, de tous bords, de gauche comme de droite, comme de centre, dans les médias audiovisuels, aussi bien que la presse écrite, quotidienne et hebdomadaire. Donc vous vous imaginez un peu le niveau de tension actuellement en Tunisie dans la sphère politique. Alors notre combat, on le fait avec le Cercle des Cultures, on le fait pour renforcer les femmes dans leur position, donc à travers une campagne soutenue par la GIZ, donc la coopération allemande, qui s'appelle Ana Houna, c'est-à-dire je suis là, et qui parle des femmes au travail, sur la place
et ce qu'elles font, ce qu'elles construisent pour le pays, et que le combat n'est pas uniquement politique, certes, mais il est aussi économique, et la révolution tunisienne s'est déclenchée pour des raisons économiques, de dignité, de liberté et d'accès aussi à une vie digne. Donc, pour la culture facteur de paix, oui, nous sommes certainement dans cette démarche, sinon la Tunisie aurait été un bain de sang après 2 assassinats quand même assez ahurissants et encore un drame des soldats de la garde nationale qui se font assassiner dans des tueries qu'on n'a jamais, en fait, dans le pire de nos cauchemars, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver en Tunisie. Et pourtant, nous sommes dans ces situations-là. Et Nadia, quand elle est inquiétée, pour dire les choses gentiment et doucement, par les salafistes, des fois elle se pose la question, elle ne l'a pas encore fait, mais de se dire peut-être que je vais être amenée à avoir des gardes du corps. Parce que, et ça, de plus en plus, on voit des créateurs, ou Raima, qui est la dessinatrice vénézuélienne, qui travaille dans un journal d'opposition et qui est là depuis 2 jours et demi avec nous, elle est vénézuélienne, et le fait de dessiner contre le clan Chavez, et maintenant c'est le président Maduro de Caracas, eh bien on lui donne son nom, on donne son adresse à la télévision, et donc elle est plus que menacée. Et j'arrête pas de rencontrer des créateurs. J'étais il y a 15 jours à Copenhague, où j'ai rencontré le dessinateur Kurt Vestergaard, qui à Copenhague est gardé par 4 policiers. Je veux dire, il crée et il est gardé avec 4 policiers. Il y a 2 chiens qui reniflent toutes les personnes qui rentrent, 2 chiens qui ont 2 fonctions différentes, et ça de plus en plus, et la maison d'à côté est complètement remplie de policiers que le gouvernement danois met à sa disposition pour le protéger. Et quand il va faire ses courses dans le Monoprix de Copenhague, il y a 6 policiers qui l'accompagnent. C'est-à-dire que c'est pour vous dire qu'on est dans le début de rencontres avec des représentants des arts tout simplement, de la création, qui sont accompagnés de gardes du corps. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau aussi chez nous, parce que actuellement, une majorité d'artistes, d'activistes, de politiciens ont des gardes de corps, parce que les listes ont été trouvées de leur nom, donc dans une longue liste de prévisions d'assassinats organisés pour le moment, on ne sait pas qui, et notre cher gouvernement n'a pas l'intention de dévoiler qui sont les commanditaires, surtout de ces assassinats. Alors, je vais quand même donner une note positive, hein, on ne va pas rester sur le négatif. Et après, on passera aux questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas là pour complaining, on n'est pas là pour pour se plaindre. Non, nous sommes dans l'action, nous relevons les défis et nous avançons. Et la Tunisie avancera grâce à ces femmes et grâce à ces jeunes. Ça, c'est clair. C'est pas grâce à la gente politique, parce que de part et d'autre, on ne voit pas vraiment le bout de tunnel. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que le numérique, surtout, continue à nous offrir un espace de mobilisation, de sauvetage. Récemment, le journaliste Zied Lani, qui était incarcéré pour une expression, d'avoir dévoilé quand même des vérités à la télé, on l'a incarcéré, puis on a demandé une caution de 2000 dinars. Eh ben, une citoyenne lambda a lancé un appel sur Twitter et Facebook, et la caution a été collectée par des pièces de 1 dinar devant le tribunal en l'espace de même pas une demi-heure. Donc ça, c'est extraordinaire. On a sauvé une chaîne de télévision qui était en faillite en faisant une opération, la fameuse opération botte de persil, et donc on a vendu le persil pour à peu près collecter quand même des sommes faramineuses ce jour-là et sauver cette chaîne qui rapporte les réalités, qui parle de résistance, qui parle de démocratie et qui reste donc... on est en plein dans l'action, et je remercierai tous les dessinateurs, les artistes qui soutiennent la révolution. Lotfi Bensassi, par exemple, qui fait partie du réseau Cartooning for Peace, a édité un livre qui s'appelle « La femme et l'avenir de l'homme » avec des caricatures et le rôle des femmes dans la révolution tunisienne. Donc tout le monde est dans cette action, et je pense que de toutes les façons, actuellement, les technologies nous ont permis de faire cette révolution. C'est grâce à la technologie, à raison au moins de 90% de mobilisation, de diffusion de réalité, et quel que soit le pouvoir qui revient, et quelle que soit la forme du régime qui sera installé en Tunisie, là, il n'y aura pas
de retour en arrière par rapport à ce grand acquis qu'est la liberté d'expression par la parole, par les chansons. On a des rappeurs qui sont en prison, mais on monte des groupes de résistance et ils sont libérés dans les quelques jours qui suivent. Et donc ça, c'est notre forme de résistance culturelle générale dans le pays. Et on bataille beaucoup pour que Jabber, qui est un dessinateur qui a osé faire un dessin sur Facebook, tout simplement, il a 7 ans de prison et apparemment, il en a déjà fait 2, et il est possible que peut-être il soit gracié. Et s'il est gracié, mais enfin, il aura quand même fait 2 ans de prison pour un seul dessin sur Facebook. Donc la création, il faut, d'ailleurs, je le dis, il faut aussi désapprendre l'intolérance. Vous parliez du terme de violence dans le discours politique. Il faut désapprendre l'intolérance. Et c'était un des premiers discours qu'on avait fait quand on était avec Liza Donnelly, avec Kofi Annan, en 2006 à l'ONU, et c'était le thème des rencontres de dessinateurs de presse, Cartooning for Peace. Le thème, c'était désapprendre l'intolérance. C'est vrai qu'on apprend trop souvent l'intolérance dans les médias ou dans les écoles. Est-ce que vous avez des questions à poser spontanément? Oui, il y a une main. Allez-y, monsieur. Bonjour, je suis du Chili, je suis chef d'orchestre. Et au Chili, on connaît le théâtre Colón de Buenos Aires, qui est un théâtre très important. Et on se réjouit beaucoup car en 2014, Daniel Barenboim va venir jouer. Et il va apporter un orchestre qui est très important, qui est le East Divan Orchestra, qui rejoint les jeunes Palestiniens et les jeunes Israéliens. Et je voulais demander au ministre de la Culture de Palestine s'il peut nous raconter un peu quelle est cette expérience comme un facteur d'unité à travers la musique. Alors, Anouar Abouachet. Oui, c'était une très bonne expérience qui a rassemblé des Palestiniens, des Israéliens, des Jordaniens, des Syriens aussi. C'est une initiative pour toute la région et je suis par contre tout simplement l'effet de ce genre d'initiative, qui est, je répète, une bonne initiative, est assez limité et ça fait un peu miroir à l'extérieur. Au moins 95% des habitants de la Palestine, l'homme de la rue, à peine s'il entend parler de ça dans le journal. Donc c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux des actions sur le terrain. Et vous avez un budget culturel qui vous permet de faciliter les choses pour justement le faire sur le terrain. C'est-à-dire que quand Daniel Barenboim le fait... Vous avez vu un ministre de la Culture qui ne s'est pas plaint de son budget. Le budget de mon ministère est très exactement 3,5 millions €, avec 225 fonctionnaires. On a 2 voitures, une en panne et l'autre aussi. Alors, bon, mais ça ne veut pas dire que je ne fonctionne pas. Alors, je vais vous dire quelque chose d'ailleurs aux gens de la culture à ce propos. Moi, quand j'étais militant à l'OLP et quand j'étais en mission, je revenais avec des petites factures et on me les payait. Maintenant, tout le monde nous oblige à aller dire aux capitalistes et aux groupes économiques « Qu'est-ce que vous êtes gentils, qu'est-ce que vous êtes généreux ?» et à peu près mendier auprès de ces groupes pour les activités. Eh ben, je ne croyais pas que j'allais faire ça. Et en fait... Eh ben, je suis pragmatique, mon vieux. Hein. Je suis obligé de faire avec. Et donc, oui, on fait des choses, mais en s'adressant au secteur privé qui est à la une. Et le secteur privé vous aide et vous avez des sponsors de partenariat, des acteurs de partenariat. Ils font de la pub, oui. Enfin, bon, ils m'obligent, oui. Bon, ça aide. Bon, pas assez peut-être, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on a encore beaucoup à faire. Et j'ai envie de dire tout simplement que ma priorité, c'est de créer des bibliothèques, par exemple, dans les coins lointains, ou créer des centres culturels, des petits buildings pour qu'il y ait un peu de danse, un peu de chansons. C'est ça, et c'est pas des grands budgets, voilà.
Je rebondis sur la question de monsieur qui est chilien, et j'avais été étonné quand j'étais allé à Santiago du Chili. J'avais rencontré des dessinateurs chiliens dans le journal, par exemple, El Mercurio, et j'avais été étonné de voir des dessinateurs me disant « Oui, moi, à l'époque de Pinochet, j'avais Pinochet qui venait voir mes dessins dans la galerie. » Je disais « Mais attends, Pinochet, c'était le dictateur. » Il dit « Bah oui, mais je l'aimais bien. » Et j'avais complètement oublié qu'il y avait quand même une partie chilienne qui avait quand même aimé Pinochet, et donc être créateur. Alors évidemment, il y a d'autres dessinateurs qui ont bataillé contre Pinochet et qui dessinaient que des bottes. C'est-à-dire que quand ils dessinaient que des bottes, on savait tout le monde que c'était Pinochet. Comme j'ai un autre dessinateur qui s'appelle Khalil Abou-Rafeh, quand il veut dessiner aujourd'hui à Rabat le roi, il n'a pas le droit de dessiner le visage du roi parce qu'il l'a déjà fait, il a 4 ans de prison. Mais bon, et 180 000 € à payer. Bon. Et quand il dessine le roi, eh bien, il a trouvé une astuce, il dessine la main avec une bague, la bague parle et tout le monde comprend que c'est le roi qui... Vous voulez juste, et après vous passez le micro à madame. Au Venezuela, qui est un pays qui est très bouleversé maintenant, l'activité musicale des jeunes est une des seules activités qui est passée par tous les gouvernements et ça marche toujours. Et il faut se remémorer que le coût d'un violon, c'est à peu près 100 €. Avec 100 €, on achète un violon et on peut faire beaucoup de choses avec ça. C'est une arme formidable. Merci beaucoup. Très bon marché. Merci. Merci pour votre question, madame. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth Markiewicz. J'ai créé cette chaîne de télévision qui montre que de l'art et j'ai commencé dans les pays arabes. J'attendais avec impatience ce panel parce qu'elle a un lien avec ma vie à moi, partant du principe que je suis d'une mère juive, d'un père agnostique, d'une fille qui a fait ses études, qui a commencé ses études à Jérusalem et qui les a finies à Beyrouth, qui a fait sa famille à Beyrouth, qui peut plus retourner en Israël, qui m'a appris que je pouvais plus prononcer ce mot d'Israël quand je la vois à Beyrouth et qu'il faut appeler l'Israël Palestine occupée. Donc il y a des mots qui prennent un sens d'une partie d'un côté de la frontière et de l'autre. Et donc avec cette histoire-là, moi j'ai décidé que l'art était mon Dieu à moi et qui est la raison pour laquelle ma manière de faire la politique est d'avoir fait cette télévision. Je l'ai commencé dans les pays arabes justement parce que les ondes, ça n'a pas de frontières et que ça passe au-delà de tout. Et j'ai des amis en Israël qui voient notre chaîne, comme j'ai des amis à Beyrouth qui la voient aussi. J'ai fait une présentation hier pendant la pause et j'ai montré dans un des écrans une petite playlist que j'avais concoctée pour justement nos amis israéliens et palestiniens et arabes dans la salle, où j'avais mis tous les artistes contemporains que nous avons arabes, palestiniens et israéliens ensemble, et j'avais défié la salle à me dire qui est qui, parce que étant donné que j'utilise que l'art, j'ai une chaîne qui n'utilise pas les mots, personne ne parle, et donc l'art en tant que tel, c'est difficile de défier justement ça. Puisque mon voisin est chilien, je vais vous montrer comment j'ai fait de la politique au mois de septembre avec notre chaîne. Le 11 septembre 1973, mon voisin sait certainement ce que c'est. J'imagine que vous aussi. C'est donc le renversement de Allende par Pinochet. Et il y a une fameuse image... Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a eu 3000 morts le 11 septembre 1973. En 1 heure. Exactement. Et il y a eu, le 11 septembre 2001, 3000 morts à New York. Et dans 50 ans, on parlera malheureusement la tragédie américaine. J'ai beaucoup de respect pour nos amis américains. Et à la fois, on oubliera malheureusement de dire que c'était le même nombre de morts on a fait un projet justement à Santiago du Chili. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce projet, parce que j'ai fait un projet avec l'artiste chilien le plus connu qui est Alfredo Jarre. Et nous avons fait ensemble un petit projet que nous avons montré pendant le 11 septembre 2013, qui était justement pour rappeler qu'il y avait un autre 11 septembre. Et Alfredo m'avait montré, il y a eu beaucoup de photos, parce que ce putsch a duré exactement 1 heure, de midi moins le quart à 1 heure moins le quart. Et il y a eu énormément de photos qui sont toutes sublimes, noir et blanc, faites du bombardement du Parlement. Et il en a choisi une. Et il a fait la date, il a fait un petit film où on a mis la date 11 septembre 2013, la photo noir et blanc,
en septembre 2013 et j'avais une équipe sur place qui a filmé en fait exactement le même cadre que la photo, mais on avait posé en fait une caméra vidéo fixe et qu'on a filmé pendant 1 heure, de midi moins le quart à 1 heure moins le quart, qui était une formidable manière de montrer la normalité de la vie et justement quelque chose que la paix était installée au Chili. Donc, merci pour votre question et merci de nous avoir rappelé de vos origines, de votre famille, où une partie de votre famille vient de Beyrouth. Ça me fait penser à ce dessin de ce dessinateur libanais qui lui essaye de créer, il est chrétien de Beyrouth, il s'appelle Stavro, il fait partie de Cartooning for Peace et c'est vrai que quand il dessine Nasrallah, le leader du Hezbollah, Nasrallah lui téléphone et lui dit arrête de me dessiner, je descends du prophète. Et donc il essaye de créer des dessins à Beyrouth et Nasrallah n'arrête pas de l'embêter. Et alors Stavro a une bonne réponse, il dit mais attends, tu fais de la politique, je te dessine, le jour où tu arrêteras de faire de la politique, on pourra en reparler autrement. Mais là, et l'autre sur la création, et encore une toute dernière question après, je voulais juste vous montrer comment en Tunisie on arrive à contourner les interdits. Là vous voyez c'est une photo d'une mannequin allemande qui est la petite amie, elle est pas mal, la petite amie d'un footballeur très connu en Tunisie. Donc quand cette photo est publiée en Europe et en Tunisie, aucun problème, parce que c'est un journal plutôt occidental. Gros problème quand la photo est reprise dans un journal tunisien, mais de langue arabe, et là on mélange les caractères arabes, et là on est dans le casse-gueule intégral, et c'est pour vous dire qu'un dessin ou une photo, ou une image dit quelque chose, mais selon le contexte. Et pour terminé, Chili Belkemsa a repris l'image, c'est un dessinateur et donc retoucheur, un métier d'avenir, et Chili Belkemsa qui travaille dans le journal Le Temps a contourné l'interdit. Donc il y a eu une double polémique et je trouve que c'est très positif et très sympathique de voir cette société civile tunisienne en mouvement. Une toute dernière question. Allez-y, madame. Snezhka Claudia Mihailovic, Europa Nostra, mais aussi Belgrade. D'abord, Plantu, j'ai une admiration énorme pour ce que vous venez de faire. Enfin, l'initiative de Cartooning for Peace, c'est essentiel. C'est mes copains. Et bon, venant des Balkans, aussi une partie de tout près d'ici qui a été touchée par des tragédies très récentes. Je suis tout à fait consciente de tout ce débat, de l'importance de la culture, de l'importance de dessins animés et de l'humour pour combattre la guerre et les animosités. Mais alors, je voulais surtout parler d'une autre, pas des Balkans, mais de Chypre. Vous avez parlé du Namur qui sépare les Palestiniens, les Israéliens, mais dans un pays membre de l'Union européenne, nous avons encore un mur à Nicosie. Une capitale européenne. J'ai été là il y a quelques semaines parce qu'avec Europa Nostra, nous avons placé la zone tampon de la ville historique magnifique, entourée des fortifications vénitiennes de Nicosie, sur la liste de 7 sites les plus menacés en Europe. Et c'est aussi notre manière d'attirer l'attention à quelque chose qui devrait être intolérable en Europe comme ailleurs dans le monde. J'espère que peut-être avec le Cartooning for Peace, on pourrait faire quelque chose aussi pour attirer l'attention. Parce qu'il y a un silence, il y a aussi en fait, on a accepté ce mur en Nicosie qu'on ne devrait pas accepter. Laurence Le Petit, qui est notre secrétaire général de Cartooning for Peace, est en train d'organiser à Chypre une rencontre Cartooning for Peace, et Alice Tout le Monde, qui s'occupe de la fonction éditoriale de Cartooning for Peace, est en train de mettre en œuvre cette vue éditoriale pour rassembler à la fois les dessinateurs, mais à la fois le prétexte du dessinateur est une manière de faire des ponts là où d'autres essayent de faire des murs ou des murs de séparation. Et ça me rappelle un dessin au moment où Chypre était en ébullition, au moment de Monseigneur Makarios,
C'était il y a, je crois, en 73. Et alors, je vous le dis parce que l'humour est une manière aussi, dans la culture, de contourner les drames. Monseigneur Macarios meurt en même temps que nous. On a un évêque qui s'appelait Monseigneur Danielou, qui était mort dans les bras d'une prostituée en France. Et alors donc l'Église était très embêtée parce qu'il était quand même mort avec une pute. Et donc du coup, gros problème. Et Macarios, le leader chypriote, il meurt à ce moment-là. Et Danielou, au moment où il est avec la fille, il a une crise cardiaque, il meurt. Donc ils se retrouvent tous les deux au ciel. Et il y a un dessin de Lappe dans le Canard enchaîné. Et il y a Macarios qui dit il y a Danielou qui dit à Macarios, il dit vous devriez retourner à Chypre, il y a un de ces bordels. Et je trouve que voilà. Et on va se terminer juste sur 3 photos pour terminer le rôle de la culture. Il y a ces 3 photos que je voulais vous montrer, que j'ai prises. On est à Medellín, en Colombie, et il y a cet immense créateur qui s'appelle Botero. Il a fait. Alors, il faut vous mettre à la place de Medellín. C'est là où il y a les narcotrafiquants. Au moment où j'y étais, il y avait les FARC. Il y a aussi ce qu'on appelle les falsos positivos, qui sont ces militaires qui se déguisent et qui tuent des paysans et qui les déguisent en FARC pour toucher une prime, des faux positifs, donc c'est terrible. Et puis il y a les paramilitaires. Et donc le maire de Medellín demande à Botero de faire une belle colombe, qui est un peu une réponse à la violence en Colombie. Et puis, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Il y a des types qui ont fait exploser, alors on ne sait pas qui, mais enfin on imagine, qui ont fait exploser cette colombe. Et là où je trouve que la culture est un bon outil contre l'intolérance, c'est que quand le maire de Medellín a dit bon je vais enlever ils l'ont détruite, on va en mettre une autre, et Botero a dit non, touchez à rien, on va en mettre une deuxième à côté, et maintenant sur la même place de Medellín il y a les deux, et ça fait au moins 3 ans, et depuis il n'y a plus de problème. C'est pour vous dire que la culture est une manière de contourner toutes les formes d'intolérance, et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Alors écoutez, Jean, merci. Merci à vos participants. Je crois que vous avez montré qu'un court dessin est souvent bien meilleur qu'un long discours, ce qui fait que tous ceux qui vont vous succéder vont être dans une situation très difficile. Nous avons donc commis une grande erreur en vous demandant de commencer la matinale, parce que ça va rendre la deuxième partie de la matinée un peu délicate. Jean, merci et bravo.